Retour dans la semaine de l'Écho sur France 24. J'ai été rejointe par Delphine Minouy, qui est grand reporter au Figaro, en duplex d'Istanbul avec nous pour cette nouvelle semaine de l'Écho, cette deuxième partie. Auteur de Je vous écris de Téhéran, qui paraît en poche le 19 mars prochain. Et je suis toujours en compagnie de Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques, de Diana Filipova, cofondatrice du think tank WeShare, et de Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Le plan turco-allemand négocié par la chancelière Angela Merkel et le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu sur la crise migratoire suscite les critiques. Il prévoit de renvoyer vers la Turquie tous les migrants, y compris les demandeurs d'asile syriens qui fuient la guerre. Du coup, inquiétude sur la question des droits de l'homme et sur les concessions accordées à la Turquie. Ankara demande 6 milliards d'euros d'aide européenne au lieu des 3 milliards d'euros prévus et une suppression des visas pour ses ressortissants qui rejoignent l'espace Schengen. Alors, assistons-nous à un marchandage? Un tel accord est-il légal? Est-il réaliste? Quel est le prix à payer pour un engagement turc? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas la solution. Nous voulons une solution européenne. Et cela signifie que 27 États ne peuvent pas rester confortablement à regarder le 28e pays de l'Union gérer seul l'arrivée de 3000 nouveaux migrants chaque jour. Je suis notamment préoccupé par les possibles expulsions collectives et arbitraires, qui sont illégales. Les restrictions aux frontières, qui ne prennent pas en considération le parcours de chaque individu, violent le droit international et européen. Delphine Minouy, la conformité au droit international du renvoi des réfugiés syriens de l'autre côté de la mer Égée est l'une des questions sensibles de ce pacte germano-turc. Alors sur le terrain, tout cela vous semble-t-il réaliste et est-ce que c'est légal ? Oui, c'est vrai que d'abord se pose la question de la légalité de cette procédure, puisque, comme le relève le Haut-Commissariat pour les réfugiés, le HCR, le problème, c'est que cette mesure ne prend pas en compte les parcours individuels. C'est comme si on traitait les réfugiés comme un grand bloc homogène, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et puis, du point de vue purement technique, il y a plein de questions qui restent en suspens. On ne sait même pas, à ce jour, combien, finalement, de réfugiés la Turquie est prête à récupérer sur son territoire. Et puis, en retour, selon quels critères aussi la Turquie va-t-elle choisir les candidats au départ, cette fois légal, vers l'Europe? Il faut rappeler que la Turquie héberge aujourd'hui plus de 2,5 millions de réfugiés syriens. Donc à regarder de près ce grand projet, ça reste très très flou et ça ressemble plutôt à une grande loterie. Une grande loterie. Alors quel est le prix à payer justement de ces grands marchandages avec la Turquie ? On sent vraiment que du point de vue turc, les gens ici, notamment dans la capitale à Ankara, ont bien conscience que l'Europe a vraiment besoin de la Turquie pour régler cette question, cette crise des migrants. Alors bien évidemment, la Turquie en profite, elle monte les enchères, elle se dit pas satisfaite de la première enveloppe qui a été négociée, c'est 3 milliards d'euros. Et puis, ce qui marque aussi ici en Turquie, c'est du coup le silence européen sur d'autres mesures, cette fois-ci prises en interne aujourd'hui en Turquie. Il faut rappeler que ces dernières semaines, il y a eu pas mal d'exemples de musellement de la presse, de répression des opposants. Et l'opposition turque a peur que dans ce grand marchandage, la question des droits de l'homme soit évincée à un moment qui est pourtant très critique, puisque la Turquie a également relancé son processus d'adhésion à l'Europe dans le cadre de ce grand marchandage. Jean-Marc Daniel, est-ce que finalement cet appel à la Turquie ne révèle-t-il pas la faiblesse des Européens ? Je crois que ça révèle non seulement la faiblesse intrinsèque des Européens, mais ça révèle aussi leur division. C'est-à-dire que une sorte d'aveu d'impuissance aussi. Voilà, un aveu d'impuissance, et donc on va chercher un partenaire extérieur pour essayer de résoudre les contradictions qu'il y a au sein de l'Europe. On l'a vu aux dernières élections qui ont eu lieu ce week-end en Slovaquie. Le gouvernement slovaque sortant s'en est sorti en faisant dans les derniers jours une campagne férocement anti-migrants. Et pour un parti socialiste, puisque c'est comme ça qu'il se définit, c'était quand même à la fois insupportable et assez surprenant. Du côté turc, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les Turcs essaient de jouer assez habilement sur deux aspects. D'abord, c'est un pays qui a des problèmes de financement extérieur récurrents. C'est un des pays qui a été le plus souvent solliciteur auprès du FMI. Et donc là, les 3 milliards d'euros, voire les 6 milliards d'euros qu'il réclame, seront plutôt bienvenus pour lui permettre de boucler ses comptes extérieurs. Et le deuxième élément, comme l'a dit votre correspondante à Ankara, c'est quand même que ça permet aussi de passer sous silence un certain nombre de mesures de répression sur le plan politique, non
seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. C'est-à-dire que la Turquie également a engagé un processus de frein à la libéralisation de son économie, de redéfinition de normes assez contraignantes. Et donc la Turquie est en train d'essayer de jouer habilement sur ce pouvoir que lui donne la division et l'incapacité de l'Europe à définir une ligne de conduite. Alors justement, parce qu'on a l'impression que l'Europe n'a pas tiré les leçons de la crise de la zone euro. On se retrouve un petit peu dans cette même situation, bien que ça soit pire. C'est bien pire, mais vraiment dépassé par les événements. Quand je regarde les chiffres, en fait, c'est une sorte de crise humanitaire gérée comme une crise sécuritaire, ou en tout cas une approche comptable. Depuis l'instauration des contrôles à la frontière gréco-macédonienne le 20 février dernier, 38 800 migrants sont arrivés sur les îles grecques, selon le HCR. Malgré la fermeture de la route des Balkans le 8 mars, donc mardi dernier, le lendemain, il y avait déjà 3 340 réfugiés qui sont arrivés en Grèce. Donc ça prouve bien que c'est totalement inefficace. Alors vous, Guillaume Duval, vous appelez à une sorte de plan Marshall pour les réfugiés. Oui, enfin, donc là, effectivement, c'est un peu pire que la crise de la zone euro, dans la mesure où, en particulier, la France et l'Allemagne n'arrivent pas du tout à s'entendre et à proposer des solutions à l'ensemble de l'Europe. L'attitude du gouvernement français dans cette crise est lamentable et en dessous de tout. En particulier, le discours qu'a pu tenir Manuel Valls à Munich il y a quelques semaines, c'était totalement irresponsable. Bon, Jean-Marc Ayrault essaye un peu de corriger le tir, là, mais c'est vraiment très tard, et en particulier, il y a beaucoup de dommages qui ont été faits à la relation franco-allemande à cause de cela. Et c'est ce qui empêche aujourd'hui de trouver véritablement une solution européenne. Cette solution européenne, vous l'avez évoqué, on a fait une tribune avec Yannick Jadot, donc un député européen des Verts, et Pervenche Berès, qui est députée socialiste européenne, pour dire que oui, on pourrait recevoir 2 millions de réfugiés dans une Europe de 500 millions d'habitants. La seule condition pour que ça se passe bien, c'est qu'on les reçoive à crédit. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas sur d'autres budgets pour les loger, les nourrir, les former, etc. etc. Ce qui veut dire que ce qu'il faudrait que le gouvernement français demande aux Allemands, c'est en échange d'une politique qui soit effectivement celle que Mme Merkel veut pour cette question-là, mais avec une répartition plus large des réfugiés que simplement ils arrivent en Allemagne, qu'en compensation de cela, l'Allemagne lève un peu le pied sur l'austérité budgétaire. C'est cette austérité budgétaire qui empêche de résoudre cette crise dans les médias. Après, il y a plein d'autres problèmes derrière. Il y a le problème de la politique de défense et la politique extérieure commune, évidemment. Mais dans l'immédiat, il faut déjà résoudre la crise humanitaire sans faire sauter la Grèce, en plus, sans replonger la Grèce dans la crise. Diana Philippova, vous vouliez réagir Tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'après l'histoire de la Grèce et la gestion de la crise grecque, encore une fois, on démontre que l'Europe est absolument inopérante, qu'aucun traité ne pourra remplacer en fait cette machine qui est complètement rouillée, et surtout que c'est toujours les faibles en fait, c'est ceux qui sont en situation de faiblesse qui se prennent. Donc là, les migrants, la Grèce à l'époque, un peu de plein pied cette inefficacité. Et la Grèce à nouveau avec les migrants. Et ça va continuer en fait, ça va pas s'arrêter. C'est ça Pourquoi n'a-t-elle pas tiré les leçons finalement de cette gestion de la crise de la zone euro, Jean-Marc Daniel? Elle aurait pu en tirer les leçons pour justement avancer dans cette crise. On a l'impression que vraiment elle n'a pas eu lieu. Je crois que tout le monde a conscience d'une chose, c'est qu'au niveau de l'Europe, quand on est 28, comme je le rappelle assez souvent, la probabilité d'un accord, c'est 1 sur 2 puissance 28. C'est-à-dire c'est une probabilité qui est proche de la capacité que l'on a à gagner au loto, à peu près. Et donc, c'est une probabilité très faible. Un accord à l'unanimité. Voilà, pour avoir l'unanimité. Donc, il faut qu'il y ait des chefs de file dans cette Europe. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent... Il manque des chefs de file. Or, il manque des chefs de file. 28 pour véritablement voilà, c'est-à-dire que quand Mme Merkel dit « je suis seule face à 27 », elle n'a pas tort. C'est-à-dire, quelque part, il devrait y avoir d'autres pays qui s'associent à elle. Il y a cette idée du G4 qui était la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Or, on s'aperçoit que le Royaume-Uni est en train de se dérober pour des raisons que l'on voit de façon claire et évidente. Et la France, et là je rejoins ce qu'a dit Guillaume Duval pour une fois, c'est que je pense que l'attitude du gouvernement français dans cette affaire est assez lamentable. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de définir une position. Il est dans une position, là aussi, assez court-termiste et assez démagogique. Et il n'est pas capable non plus d'aller chercher une alliance à Rome, par exemple, qui est un des pays qui est en première ligne dans cette affaire des migrants, qui est un pays qui a des idées. M. Renzi a des idées sur le sujet et on devrait pouvoir définir une position et une stratégie commune. Ce qui m'inquiète quand même, c'est que on nous a déjà dit le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Je ne voudrais pas que le pacte de migration l'emporte de nouveau sur le pacte de stabilité et que tout devienne un prétexte à desserrer la discipline budgétaire.
Là, déjà, on multiplie par 2, a priori, les aides. En 1 minute, Delphine Minouy, pour conclure, il y a en parallèle une coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. C'est la première fois, en fait, que l'OTAN et l'Union européenne interviennent ensemble en mer Égée. Quelle peut être l'efficacité, justement, de la gestion de cette crise par l'OTAN et l'Union européenne ? Oui, on parle en effet de navires de l'OTAN qui devraient approcher des côtes turques et qui viendraient en renfort des gardes-côtes turcs qui sont déjà très très actifs depuis plusieurs mois sur le terrain. Maintenant, est-ce que ça va être efficace? Ça, c'est la grande question, puisque on l'a senti au cours de ces derniers mois avec pas mal de nouvelles mesures de restriction. Le flux de migrants qui tentent l'aventure très très risquée en mer se poursuit. Juste pour vous donner un chiffre, selon l'ONU, il y aurait eu depuis le début de cette année, ces 2 premiers mois, il y aurait eu au moins 122 000 Syriens qui auraient donc fait la traversée depuis la Turquie jusqu'en Grèce. Ce chiffre est déjà plus important que celui qui avait été enregistré sur les 6 premiers mois de l'année passée. Donc ça vous montre à quel point ce problème est délicat et à quel point, en effet, il va être difficile de convaincre les Syriens qui sont complètement désespérés 5 ans après le début de la guerre dans leur pays. Comment on va réussir à les convaincre de ne pas partir et de ne pas tenter cette aventure. Merci Delphine Minouy. Alors l'autre sujet, il nous reste 30 secondes pour en parler, c'est la Banque Centrale Européenne qui a sorti son bazooka avec une baisse du taux marginal de prêt. Très vite, Jean-Marc, est-ce que c'est un tournant? Est-ce que ça va aider un petit peu à soutenir l'économie européenne? Non, je crois que de toute façon, elle sort son bazooka toutes les semaines. Maintenant, donc, on arrive au bout du constat, c'est que la politique monétaire est un instrument de politique économique, mais elle ne peut pas tout. Et je crois qu'il faut faire des réformes plus en profondeur dans les économies pour résoudre les problèmes de ces économies. La Banque Centrale Européenne ne peut pas tout, mais elle essaye, elle est créative. Merci à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.